Donc, nous allons donner la parole à son Excellence pour ses mots de bienvenue. Excellence, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. D'abord, mes remerciements d'abord vont à l'endroit des doyens qui sont là parmi nous. M. Aïdara, M. Aïdara, M. Djaouné, Madame Touré Lala Badiba, Badi. Ok, excusez, Madame Ba, Madame Dembaba, Madame Wolegam, qui d'autre? Madame Tougara, bien sûr, et Madame qui est à côté de vous, et bien sûr, Madame Odin. Pour souhaiter la bienvenue à la délégation de l'API, à commencer par son directeur, M. Ibrahim Touré, numéro 1, et son adjoint aussi, M. l'autre Ibrahim Touré, virtuellement adjoint aujourd'hui pour la séance, et jouant le rôle du protocole. Aussi remercier M. Soubano pour sa présence aussi parmi nous en tant que représentant du PASEM. Mesdames et messieurs, les délégations venues du Mali aussi, bonsoir à vous et bienvenue. Mesdames et messieurs, les présidents des organisations des Maliens établis dans la juridiction de Washington, D.C., à travers sa présidence, Mme Odi, et tous les membres de votre association, merci pour l'invitation. Chers compatriotes, en vos rangs et qualités, mon appel vise d'abord à la sensibilisation et à la mobilisation autour des opportunités d'investissement productif dans les secteurs prioritaires de notre économie en cohérence avec la vision Mali 2063. Malikura Nyeta Sera Ka Bensa Sam Bamwa An Biworo Anisaba. Cet atelier qui est organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, et en collaboration avec l'AMAV, l'Association des Maliens à Washington, vous permettra, j'en suis convaincu, d'identifier et de structurer les projets porteurs et à renforcer davantage la synergie d'action entre vous, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers. C'est aussi l'occasion de vous tenir informés sur les opportunités d'investissement au Mali. La diaspora est pleine de personnes de qualité. On en a besoin. Parmi vous, on a toutes sortes de personnalités avec différents backgrounds. Le Mali a besoin de vous. Le Mali a besoin de vos skills. Le Mali a besoin de vos expertises. D'où la présence aujourd'hui parmi nous de cette délégation pour vous informer de ce que l'API a à vous offrir. L'API peut servir de courroie de transmission entre vous et les autorités et aussi vous appuyer dans vos projets au Mali. Donc, je vous sollicite, je vous demande de bien écouter le représentant, le directeur de l'API qui est là parmi nous, qui va exposer les opportunités d'affaires, les potentialités que l'API a à nous offrir et à vous offrir pour vous permettre de faire un bon choix et d'investir au Mali. Nous avons pas mal de potentialités dans la diaspora. Et il est temps que vous regardez derrière vous. Et il est temps que vous retournez au pays et investir. Nous sommes un pays vierge où tout est à faire. On n'a rien fait d'abord. Comparé justement aux États-Unis, là où nous sommes. Tout est à faire. Et il y a beaucoup d'opportunités. Il faut saisir. Je pense, ça fait des mois, bien quelques années maintenant, l'État est en train de tout faire pour informer la diaspora et que vous ayez les bons conseils pour pouvoir investir au Mali. Il n'y a pas longtemps, en juillet passé, il y a eu le forum des investissements pour la diaspora au Mali. Il y a eu pas mal de représentants de la diaspora qui étaient présents au Mali. Et aujourd'hui, on a l'API parmi nous. Dans quelques jours, le ministère des Maliens établi à l'extérieur va organiser un Zoom. On a fait un communiqué qu'on va envoyer dès demain, Madame la Présidente, à vous de faire le dispatching. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur va faire un Zoom
à l'endroit de la diaspora pour continuer ce qu'ils ont entamé. C'est la suite du forum qui a été effectué au Mali il n'y a pas longtemps, en juillet passé. Donc, c'est encore dans la même dynamique de la présence de cette délégation ici parmi nous que ce Zoom va permettre à vous d'appréhender davantage ce que l'État a à offrir à la diaspora. Vraiment, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui est décidé à aider notre diaspora. Aidons le gouvernement à nous aider nous-mêmes ou à vous aider vous-même. Donc, c'est le mot que moi, je peux le dire ici. L'appel à lancer à vous de saisir l'opportunité. Il y a pas mal de potentialités au Mali. Et chacun, à travers vos expertises, vous avez quelque chose à faire. Merci beaucoup. Et je souhaite bon vent à la séance et bienvenue à la délégation. Et je déclare les travaux ouverts. Merci. Merci beaucoup à son Excellence pour ces mots de bienvenue. Donc, nous allons inviter l'intervention, le représentant de la diaspora pour son allocution. Donc, Madame Odi. Madame Odi, la présidente de l'Association des Maliens de Washington DC. S'il vous plaît, applaudissez pour elle. Bonsoir tout le monde. Est-ce que le micro marche? Ça marche? OK. Ça marche pas? OK. Bonsoir tout le monde. Je suis Aminata Coulibaly, Madame Odi Aminata Coulibaly, comme tout le monde me connaît. Je suis tellement émue d'avoir la salle quand même remplie. Aujourd'hui, c'est un lundi. De quitter chez vous. Kana awe restaurant ambi koni me kuma ko me anglican chama fo donc mi mina bamana kan to kan fo donc ni anglican faudra ko na jo donc ka boka barakeroula ka tanta kana et répondre à l'appel que l'AMAO a lancé pour que vous sortez qui a marché. OK. Je pense que ça marche. Ça marche? Ça marche pas, mais on t'entend bien. Vous pouvez continuer, madame. Merci de Zoom. Allô? On vous entend Ok. très bien sur le Zoom. Donc, je reprends. Né Aminata Coulibaly, Madame Oudi, je suis la présidente de l'Association des Maliens de Washington DC, Maryland et Virginie. Donc, vous l'avez dit, au Bebraka Barakeaoula, Kakoso Bla, Kananga Wuli Lame, vraiment, à Jarania Boyanama, Amaufo, Amawalimandan, Ola. Donc, mon micro, vraiment. Donc, ambassadeur Kossan, comme Mali Mokobana. Comme Mali Mokobana. Donc, c'est ça. Ça marche pas quelque chose. Comme Mali Mokobana, quand on a Mali. Donc, on a un programme de les opportunités pour la diaspora. Donc, on a fait comme Mali Mokobana. Quand on faut Mali là, quand on a appris pour l'investissement, en tout cas, il faut qu'on ait un déplacement qui est quand on a une information présentante. Je pense que c'est tout ce que moi j'ai à dire ici. On va rester à l'écoute, on va les écouter et puis maintenant on va prendre des mesures. Donc, on a un investissement au Kalama. Quand on a une fois, on va amena a information na ke na fa bayama au ni chia ni baraji alsa nga akimo. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre intervention. Donc, nous allons appeler l'intervention du PASSEM. Donc, Monsieur Soumano, s'il vous plaît, applaudissez. Bonsoir à tous. Excellence, Monsieur le directeur général de l'API, Madame la présidente de l'AMAO, chère communauté, membre de la communauté de Washington, malienne de Washington. Alors, donc, je suis le représentant du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne. C'est un projet de la Banque africaine de développement qui finance qui a financé un peu le ministère de l'économie et des finances. Donc, notre projet relève du ministère de l'économie et des finances et l'objectif, c'est de rendre compétitive l'économie malienne. Et à ce titre, il y a un certain nombre de structures que nous appuyons institutionnellement, techniquement, financièrement. Et les structures parmi lesquelles nous appuyons, il y a justement l'API. Et donc, nous appuyons l'API dans sa politique de se rapprocher de la diaspora pour promouvoir justement l'investissement, inciter la diaspora à investir. Je voudrais aussi saluer ceux qui sont connectés depuis Zoom,
et c'est à travers le monde, donc on les remercie pour pouvoir prendre ce temps-là de nous écouter. Donc c'est un plaisir encore une fois au nom du coordinateur de vous souhaiter en tout cas la bienvenue et une bonne séance d'écoute. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Soumano pour votre intervention. Donc, je m'en vais maintenant appeler le directeur général de l'API Mali, donc, pour son intervention. Merci bien, Monsieur le Président. Petit souci avec le micro. Voilà, je vais Merci. Okay. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali aux États-Unis, Madame la présidente de l'Association de la diaspora malienne à Washington, Monsieur le représentant du PASEM, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes maliens de la diaspora de Washington, bonsoir. Je voudrais dire tout le bonheur que j'ai de me retrouver avec vous ce soir dans votre circonscription à l'occasion des missions d'engagement de la diaspora pour les investissements productifs, initiative portée par l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, dont je suis le directeur général et qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce du Mali. Mesdames et messieurs, la diaspora malienne, c'est près de 6 millions de personnes réparties entre les différents continents. La diaspora malienne, c'est entre 800 et 1000 milliards de francs CFA par an. La diaspora, 1800 milliards à 1000 milliards, c'est un peu plus de l'apport, n'est-ce pas, des impôts par an, un peu plus de l'apport de la douane par an. C'est près de 10% du produit intérieur brut de notre pays et c'est près de 30% du budget d'État du Mali. C'est énorme. C'est énorme. C'est une manne financière énorme. Mais ce sont des ressources qui sont orientées vers les dépenses de consommation et vers les dépenses sociales. La réflexion que nous avons menée, c'est comment orienter une partie de ces ressources vers les investissements productifs qui seront de nature à créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse, à créer des emplois et à participer activement à la transformation structurelle de notre économie, de telle sorte que nous puissions travailler à satisfaire nos besoins de consommation, produire nos biens d'équipement, nos biens de consommation, nos produits de santé, entre autres. Mesdames et messieurs, vous le savez, le contexte économique mondial est en pleine mutation. Tous les pays sont en train donc de se refermer sur eux-mêmes, de compter sur eux-mêmes, sur leurs ressources, qu'elles soient humaines, financières, techniques, minières, entre autres. Les pays qui l'ont compris sont en train de prendre des mesures. Ceux qui ne l'ont pas compris, malheureusement, vont payer le prix un jour. Le Mali l'a compris et pourquoi? C'est pourquoi il a mis en place la vision Mali Kura Nyetasra, Kaben Sambafla Anibioro Ani Sabama. Cette vision est le cadre stratégique qui trace la voie que le Mali compte prendre sur les 40 prochaines années pour se transformer, transformer positivement, transformer économiquement et asseoir une base productive qui sera de nature à nous permettre d'être suffisamment autosuffisants. Et donc cette vision est assortie de sa vision décennale que nous avons appelée la stratégie nationale pour l'émergence et le développement 2023 veut asseoir la transformation agricole de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, par la force des choses, vous le savez, celui qui parle de développement économique parle de promotion des investissements. C'est impossible d'atteindre cet objectif s'il n'y a pas un dispositif qui fait la promotion des investissements. Parce que ce sont les investissements qui nous permettront justement de transformer nos matières premières
nos produits agricoles en bien fini et dont les avantages ont été cités tout à l'heure par moi-même. Alors donc, l'Agence pour la promotion des investissements se retrouve être, bien heureusement, au cœur du dispositif économique de notre pays, pour donc la mise en œuvre et la réalisation de cette vision. Voilà pourquoi nous avons réfléchi sur comment est-ce que nous pouvons utiliser les ressources de notre pays pour satisfaire nos besoins. Et celui qui parle des ressources humaines, des enfants de notre pays, qu'ils soient dedans ou du dehors. Ceux qui sont dedans, le secteur privé, est en train d'être organisé au Mali à travers des initiatives, parmi lesquelles le déjeuner de l'investissement que nous venons de lancer il y a quelques semaines, juste avant notre départ pour ici. Et les initiatives que nous sommes en train de mettre en place pour les enfants du Mali qui ont décidé de braver vents et marées, rencontrer toutes les difficultés pour aller de l'autre bout du monde, chercher des ressources pour donc transformer et changer positivement la vie de leur pays. Donc, parmi ces initiatives, il y a ces missions d'engagement de la diaspora pour les investissements productifs. L'objectif, il est unique, c'est de venir échanger avec vous et vous montrer que ces ressources que vous envoyez peuvent être mieux utilisées. C'est très bien de construire des centres de santé, ça contribue au développement. C'est très bien de construire des mosquées, c'est très bien de financer le mariage de quelqu'un, le baptême de quelqu'un, mais c'est encore mieux d'orienter une partie de ces ressources vers la mise en œuvre de certains projets structurants, certaines industries dans les localités qui permettront aux jeunes dont vous financez les mariages et baptêmes d'avoir donc des emplois pour eux-mêmes financer leur mariage et baptême. Aux communautés pour lesquelles vous construisez des mosquées, d'avoir des ressources, donc des emplois, qui leur permettront eux-mêmes de s'organiser pour construire leurs mosquées. De permettre, à travers les projets que vous financez, à ce que l'État qui va prélever puisse s'organiser pour construire des centres de santé que vous êtes en train donc de construire. Donc, il s'agit de réorienter une partie de ces ressources vers ces investissements. Et c'est cela qui pourra nous permettre justement d'atteindre les ambitions et les objectifs que le Mali s'est fixé à travers donc la vision 2063 ou la vision Malikura Nyeta Sirakaben, Samba Flanibi Orani Savama. Et donc, c'est une mission qui vient d'une instruction du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. C'est lui qui nous a mis en mission pour nous dire allez rencontrer la diaspora, passez mes salutations à la diaspora, transmettez mes encouragements à la diaspora et demandez à cette diaspora que nous savons le rôle qu'elle joue, que nous savons l'importance qu'elle a et que nous comptons sur elle pour aider dans la mise en œuvre de la vision 2063, autrement dit la vision de développement de notre pays. Donc, nous sommes venus échanger avec vous pour vous proposer des projets bancaires, rentables, des business plans autour desquels vous pouvez vous organiser pour les mettre en œuvre au Mali et dans vos localités. Nous sommes venus échanger avec vous pour vous dire quelles sont les procédures de création d'une entreprise, quelles sont les pièces à fournir, quels sont les montants à payer, les sociétés avec agrément, qu'est-ce que ça vaut, comment est-ce que vous pouvez l'avoir. Nous sommes venus échanger avec vous pour vous rassurer que nous sommes en train de prendre également des dispositions pour que quand vous serez en vacances à Bamako, qu'il y a un guichet de la diaspora créé à l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, à l'API Mali, uniquement dédié à vous, pour vous accueillir, pour échanger avec vous, pour vous orienter, vous aider à avoir les bonnes informations, vous aider à créer vos entreprises. Pour vous dire que nous sommes en train de travailler pour que les sociétés et entreprises qui se créent aujourd'hui grâce à l'API Mali, en 72 heures, que nous travaillons sur la digitalisation, pour que plus jamais vous n'ayez besoin de prendre l'avion, partir à Bamako, créer votre entreprise en 3 jours et revenir. Que de là où vous êtes, à travers votre ordinateur ou téléphone, que vous puissiez créer votre entreprise en quelques heures, ou un maximum 2 jours. Et donc, nous sommes venus vous rassurer et vous dire que vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans notre pays, à jouer dans votre pays. Votre pays, il est grand, il est vaste, c'est 1 241 000 km². Ces 2 grands fleuves, le Niger, 1700
km. Le Sénégal, 800 km. Votre pays, c'est énormément de ressources minérales. Votre pays, c'est énormément, 43 millions d'hectares de terre arable. Donc, c'est énorme, c'est un potentiel énorme. Votre pays produit 700 000 tonnes de coton par an. Malheureusement, 1% est transformé. Le président nous a instruit de travailler au moins à transformer 10% de ce coton sur les 5 prochaines années. Ça n'est pas normal que nous produisons du coton dont le kilo est vendu à moins de 500 francs, mais qui va à l'extérieur, transformé en tissu ou en basin, et nous revient à 60 000 francs. Voyez-vous l'écart de 500 francs à 60 000 francs? Ce n'est pas normal que nous ayons autant de terre, d'eau, de soleil, et que nous n'arrivons pas à couvrir nos besoins de 300 000 tonnes de sucre par an. Que 2 unités produisent 120 000 tonnes ou 150 000 tonnes, et que nous importons par an 150 000 tonnes. Ça n'est pas normal. Et donc, il faut qu'on s'organise. Ce n'est pas normal que nous importons du riz quand on a la zone office du Niger. Ce n'est pas normal que nous importions du blé quand on a Tombouctou. Et donc, c'est pour vous dire que nous avons un pays qui a un potentiel énorme, qui a du soleil, qui a de la terre, qui a de la jeunesse, qui a de l'eau. Et donc, il faut qu'on s'organise pour renverser la tendance, pour changer les choses. Et la diaspora peut jouer un rôle extrêmement important dans cela, à condition qu'elle soit mise en confiance, à condition qu'elle soit mieux informée, à condition qu'elle soit mieux soutenue et mieux accompagnée. Et c'est cette assurance que nous sommes venus vous donner aujourd'hui. Nous avons fait la cartographie des 10 pays qui apportent le plus. Votre circonscription se retrouve à la 3e place, les États-Unis. On nous a instruit de commencer par vous. Et donc, vous avez la chance d'accueillir la toute première mission. Nous sommes passés par Las Vegas, ensuite par New York. Et nous sommes chez vous pour échanger avec vous et vous rassurer. Vous rassurer que ces échanges vont continuer, que l'API va rester disponible à travers son site web, à travers la carte des investissements qui sera lancée très bientôt, à travers la création en ligne, son site, sa page Facebook et nos numéros qui seront partagés avec vous. Continuez à vous accompagner, continuez à vous outiller pour continuer à vous informer, pour que vous puissiez mieux utiliser ces ressources énormes qui sont donc à votre disposition. Nous sommes prêts à vous aider à vous organiser, pour trouver les mécanismes qu'il faut, qui vous permettront donc de réaliser des projets bancables, rentables dans notre pays et de contribuer véritablement à la transformation économique de notre pays et de votre pays. Vous aurez tout à l'heure une présentation d'un de mes collaborateurs sur toutes ces procédures et qui seront de nature à vous édifier davantage et vous faciliter un peu plus la tâche. En tout cas, je voudrais vous remercier tous d'avoir pu effectuer les déplacements nuitamment, pratiquement après une journée assez fatigante, pour venir écouter le message du Mali, le message de vos autorités. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites, pour le développement de votre pays. Nous sommes conscients des difficultés que vous avez. Et voilà pourquoi, dans toutes les réflexions qui sont menées à Bamako, la diaspora est au cœur. Et soyez rassurés de cela, ne doutez jamais de cela. Ce que nous venons de voir nous réconforte encore davantage sur le fait que nous avons une diaspora dynamique, patriotique et qui reste attachée à son pays. Nos remerciements à Madame la Présidente qui nous a aidés à la coordination et à l'organisation de cette activité et dont la réussite ne fait l'objet d'aucun doute. En tout cas, merci également au PACEM qui nous accompagne, à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour sa disponibilité et à vous tous. Recevez, comme je l'ai dit, par ma voix les salutations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour cette allocution vraiment inspirante. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation des opportunités d'investissement au Mali, donc, qui sera présentée par Ibrahim Touré.
Applaudissez pour lui. Bonjour, Excellence, avec votre permission. Donc, bonjour à tous. Merci pour la mobilisation. Comme on a dit, moi, c'est Ibrahim Touré, numéro 2. J'ai beaucoup de tantes et tontons ici dans cette salle. Comme j'ai grandi à peu près 10 minutes ici, et puis maintenant, me voilà revenu de Bamako pour vous dire qu'il faut investir au Mali. Il y a même ma maman qui est dans la salle. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse un bon boulot. Donc, on va faire une présentation très, très brève et concise en 2 volets. Les opportunités d'investissement avec les secteurs porteurs et puis ensuite le rôle de l'API, les services de l'API et puis comment on peut collaborer avec vous. Mais avant de rentrer dans les spécificités de ça, on va placer les décors et puis parler un peu du contexte. Je pense que le directeur a déjà tout dit sur l'importance de la diaspora malienne. Il y a à peu près 4 à 8 millions de membres de la diaspora malienne dans le monde. On ne sait pas les chiffres exacts. Ça peut même dépasser ça. Donc, ça fait que pratiquement 1 Malien sur 5 vit à l'extérieur. Donc, en France, Côte d'Ivoire, États-Unis, Arabie Saoudite, plein de pays. Et les flux que de l'argent de la diaspora qui envoie au Mali dépassent plus de 1 milliard de dollars chaque année. Ça, c'est plus que tous les développements, les aides publiques, que ce soit la Banque mondiale, la FMI, les autres structures qui financent des activités au Mali. Donc, le défi, ça c'est juste un tableau avec un aperçu sur les flux financiers. La Côte d'Ivoire seulement, chaque année, il y a plus que 200 milliards de francs CFA que les Maliens envoient au pays. En deuxième position, il y a la France avec 180 milliards. Burkina Faso, États-Unis en 4e position avec 50 milliards. À peu près 100 millions de dollars par an. Et ça encore, c'est des chiffres qui sont officiels sur l'Instat et puis la BCEAO. Mais on sait tous qu'il y a énormément de transferts qui se font de manière informelle. Donc, ces chiffres sont facilement beaucoup plus que ça. Donc, comme le DG a dit, actuellement, le flux de transfert d'argent vont dans la consommation plutôt. Financement des mariages, ou bien si on a beaucoup d'argent, comme le directeur disait, on va construire une mosquée, ou bien on va chercher une deuxième femme. Maintenant, tout ça, c'est important, mais ce qui serait mieux, c'est sur les 1 milliard de dollars qui sont transférés au Mali chaque année. Si on peut prendre une certaine partie de ça et puis canaliser ça et orienter ça vers des investissements productifs, c'est-à-dire des investissements qui ont en base un développement positif pour l'économie du Mali, que ce soit la transformation des matières premières ou bien autre chose. Donc, c'est le but de notre mission et notre nouvelle initiative. Et pourquoi la diaspora? Parce que, comme on a dit, la tendance maintenant, c'est de focaliser sur les ressources internes. Et il n'y a pas une meilleure ressource au Mali maintenant que les gens de la diaspora. C'est des gens qui ont double compétence parce qu'ils ont travaillé et vécu à l'extérieur et ils ont de l'argent à travers leurs efforts. Et plus important, il y a un lien naturel et fort. Moi qui ai grandi dans un endroit très multiculturel, je n'ai jamais vu les gens qui aiment plus leur pays que les Maliens qui sont à l'extérieur. Même ceux qui se plaignent tout le temps, il y a un attache très fort. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de toucher la diaspora. Donc, on va parler rapidement des opportunités, les secteurs porteurs et les opportunités d'investissement à grande échelle et puis à petite échelle aussi. Donc, comme on a dit dans le contexte, le Mali, c'est un pays avec énormément d'opportunités. Tout est à faire. C'est un grand pays avec pratiquement 1 million d'hectares à l'Office du Niger qui a été créé à la base pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, moins de 10% de ça est utilisé. Donc, on a la terre, on a l'eau à travers les fleuves. Les gens qui sont loin ne voient pas exactement. OK. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on a la terre, on a l'eau et on a les ressources humaines. Plus de 50% de la population a moins de 15 ans. Donc, comme on disait, il y a des opportunités dans tous les secteurs, mais on a choisi quelques secteurs prioritaires qui ont été édifiés dans la PNPI, la politique nationale de la promotion des investissements.
Donc, ces secteurs sont l'agriculture, l'élevage, l'énergie et les infrastructures. Ça, c'est les secteurs prioritaires. Maintenant, il y a d'autres opportunités dans d'autres secteurs comme les mines, la santé et l'éducation. Le plus grand potentiel de loin, c'est le secteur agricole au Mali. Comme on a dit, il y a plus, l'Office du Niger seulement, il y a plus d'1 million d'hectares. Ça compte pas toutes les opportunités au sud et puis à l'est. Donc, 80% de la population malienne est dans ce secteur et ça contribue à 40% du PIB. Donc, il y a une liste des quelques filières porteuses. Le coton, tout le monde sait que le Mali est c'est le plus grand producteur de coton en Afrique. Il y a les œufs hallucineux, le karité, le sésame, noix de cajou, gomme arabique. On est un des plus grands producteurs de gomme arabique. On a beaucoup de bovins et de moutons. Donc, il y a des opportunités dans la viande, le cuir et la peau, les céréales, mangues et d'autres fruits, les oignons. Donc, il y a énormément d'opportunités dans chaque filière. Et puis, dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, la transformation et puis la distribution. Donc, quand on choisit une filière qui nous intéresse, une filière porteuse, il faut essayer de voir toute la chaîne de valeur. Donc, quelqu'un peut regarder le domaine des mangues, par exemple, et dire qu'il y a beaucoup de mangues au Mali, qu'il faut investir dans une unité de transformation de mangues, ce qui est une très bonne idée. Mais il faut aussi s'assurer de l'approvisionnement des mangues. Ça, c'est saisonnier. Et puis, des fois, faut que les gens qui produisent les mangues s'associent pour pouvoir donner ça à grande échelle. Donc, tout ça pour dire que quand on choisit un projet, il faut regarder toute la chaîne de valeur. Donc, en parlant du coton, on parle de ça tout le temps, dans pratiquement toutes nos missions et puis dans tous les communiqués du gouvernement qui parlent de le potentiel énorme du coton au Mali. On est le premier producteur du coton en Afrique, mais aujourd'hui, malheureusement, moins de 5% de ça est transformé. Donc, les défis et notre mission, notre souhait à l'API, c'est d'inciter les gens à passer à l'industrialisation, la transformation du coton. Et d'ailleurs, quand le DG parlait des initiatives qu'on a organisées il y a 2 semaines, le déjeuner des investissements, où on a réuni des opérateurs économiques pour leur présenter des projets. Un des projets structurants a été sur la transformation du coton. Deuxième secteur, c'est l'élevage. Donc, c'est la même problématique ici. On a le deuxième plus grand cheptel de bovins en Afrique de l'Ouest après les Nigériens. Mais il faut qu'on passe à la transformation. Parce que beaucoup de ces bovins quittent le pays à pied, sont transformés dans des pays voisins et nous, on rachète ça. Mais il faut aussi regarder la problématique de la chaîne de valeur. On a un investisseur, une dame avec qui on travaille pendant longtemps, qui a mis des milliards dans un abattoir moderne à Caille pour transformer les vaches en viande qu'on peut manger. Mais le problème a été que pour s'approvisionner, il n'y avait pas assez, les associations n'étaient pas structurées pour pouvoir fournir les bovins à cette entreprise. Parce qu'une grande entreprise ne veut pas aller acheter les moutons un à un. Donc, ils ont investi à la base dans un abattoir moderne, mais ils se sont trouvés en train de restructurer même toute la filière et puis les associations pour leur distribuer la matière première. Les infrastructures, ça aussi, il y a des opportunités à grande échelle et puis à petite échelle. À grande échelle, c'est les projets structurants, généralement les PPP. Ça, c'est les grosses boîtes. Mais il y a aussi des opportunités dans les PTP. Énergie, tout le monde sait que aujourd'hui, c'est un de nos défis principaux, les coupures d'électricité, mais c'est aussi une opportunité. Et chaque fois qu'il y a des défis, les gens trouvent des solutions au Mali. Aujourd'hui, tout le monde est devenu expert en panneaux solaires pour les installations à la maison. Il y a le mix énergétique maintenant au Mali, c'est à peu près 80% thermique. Merci. Je suis un peu enrhumé, désolé pour si ma voix. Donc, à peu près 80% c'est thermique, c'est-à-dire des centrales
des hydrocarbures, où on amène du pétrole pour transformer ça dans des grands groupes électrogènes pour donner de l'électricité. Et à peu près 20% de l'électricité est fournie par les barrages hydroélectriques. Mais les opportunités dans ça sont vraiment le soleil. Comme le Mali est ensoleillé pratiquement toute l'année. Ça, c'est des projets encore structurants, des grands projets. Mais il y a aussi des opportunités pour les solar home systems à petite échelle. Maintenant, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui investissent dans l'installation des panneaux solaires. Et il se peut même qu'un jour, on va leapfrog pour aller, de la même manière qu'on a sauté l'installation des téléphones fixes pour tout le monde, on est allé directement au cellulaire. Peut-être qu'un jour, on va leapfrog pour les installations décentralisées des panneaux solaires dans les maisons. Si l'accès à l'électricité est un peu difficile partout dans le pays, juste pour montrer que c'est une des opportunités. Donc, les mines, pas plus tard que ce matin même, il y a quelques personnes qui étaient intéressées dans le domaine des mines et de l'or. Maintenant, ça, c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'argent pour investir parce qu'il y a la phase exploration et exploitation. Donc, si on va aller dans l'exploitation de l'or, il y a des gens ou bien il y a des structures qui dépensent déjà des millions de dollars juste pour savoir s'il y a de l'or ou s'il n'y a pas d'or. Donc, ça, c'est juste pour l'exploration, après l'exploitation. Maintenant, il y a des mines qui sont à plus petite échelle, des mines artisanales. Mais l'opportunité aussi, plein de gens de la diaspora qui sont revenus au Mali ou bien des Maliens qui sont installés là-bas depuis longtemps, c'est les services aux alentours des mines. Et ça aussi, c'est de plus en plus important vu les nouvelles lois du contenu local qui ont été passées, où on exige aux grosses mines. Il y a 14 grosses mines au Mali, les Bitougourde, Barrick et les autres. 14 grosses mines et on les a incités à utiliser des services des entrepreneurs maliens pour l'exploitation, l'utilisation de leurs machines, les produits qui sont distribués dans les mines. Donc, il y a tout un écosystème autour de ça. Sinon, l'or reste la deuxième produit le plus exporté du Mali, avec plus de 2 milliards officiellement de valeur d'exportation par an. Il y a d'autres opportunités dans la santé, les cliniques privées. Il y a 13 grands hôpitaux et quelques cliniques de bonne qualité au Mali. Mais beaucoup de Maliens qui ont les moyens choisissent de partir à l'extérieur se faire soigner, soit en Tunisie ou bien en Turquie. Donc, il y a des opportunités dans des cliniques de haut standing au Mali. La même chose pour le secteur d'éducation. Est-ce que tout le monde m'entend ou bien je dois utiliser le micro? It's good? Donc, il y a la même chose dans le système éducatif où de plus en plus, les gens créent des universités privées pour offrir une bonne éducation aux gens qui sont prêts à payer. Donc, en gros, ça, c'est quelques secteurs porteurs. Maintenant, il y a des opportunités dans tous ces secteurs, comme on a dit, en fonction de là où on veut se positionner dans les chaînes de valeur. Et puis, les fonds qu'on a pour investir. Donc, ça nous amène à l'API Mali, l'Agence pour la promotion des investissements, pour expliquer un peu ce qu'on fait et comment on peut être utile à vous. Donc, API Mali, c'est l'Agence pour la promotion des investissements. C'est dans l'ancien immeuble de Air Afrique à Bamako. OK. Donc, allô? Vous entendez maintenant? OK. Donc, les missions de... C'est le rapport. Faut commencer. Test. Donc, les missions de l'API se divisent en 4. Il y a l'amélioration du climat des affaires. Ça, c'est à travers les réformes qu'on propose et le plaidoyer. Deuxième, c'est facilitation des investissements. Donc, j'ai une tante ici même qui est API, c'est son bébé, Madame Ba, l'ancienne ministre de l'économie, qui elle-même était à la source de la création du guichet unique. Donc maintenant, le guichet unique, c'est un rassemblement de structures qui sont mises à la disposition de l'API, faciliter la création de l'entreprise. Donc avant, pour créer une société au Mali, il fallait se déplacer à différentes structures, au tribunal du commerce pour aller chercher les résultats de commerce, aux impôts pour aller chercher
les NIP, numéros d'identification fiscale, INPS pour la prévoyance sociale et puis d'autres services. Donc maintenant, l'idée, c'était de rassembler tous ces services dans un endroit pour faciliter la tâche. Quand on veut créer une société, on va seulement à l'API, on voit toutes ces structures qui sont là-bas. Donc, ce qui prenait des semaines avant, maintenant, on peut créer une société en 3 jours. Et le souhait, comme le DG disait, c'est passer maintenant à la digitalisation. Et on va en parler de ça tout de suite. La troisième mission de l'API, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est la promotion des secteurs porteurs et des opportunités d'investissement. Et de plus en plus, on quitte le fait de partir voir des investisseurs étrangers pour leur demander de venir au Mali et plus aller vers la diaspora parce qu'il y a un lien fort et puis les gens ont besoin de plus d'informations et veulent investir. Et finalement, la quatrième mission, c'est le suivi des investissements. Quand un opérateur économique investit au Mali, notre souhait est de continuer à l'appuyer dans ce qui est possible avec nos ressources limitées en termes de ressources humaines et financières. C'est-à-dire de continuer à visiter ces entreprises, de s'assurer qu'il y a une bonne continuation et puis de recenser les difficultés qu'ils ont. Donc, les services de l'API Mali, on va commencer avec le guichet unique, la création d'entreprise. Donc, comme on a dit, c'est en 112 heures maximum pour créer une entreprise. Et ça, c'est parce que tous les services sont rassemblés au niveau de l'API. Il y a aussi les autorisations d'exercice. On peut créer des sociétés en pratiquement tous les domaines, mais il y a certains domaines où il faut une autorisation pour exercer. La création en ligne est en cours depuis quelque temps. Tout est déjà ficelé de manière, la technologie est en place, le mode de paiement est ficelé. Maintenant, il y a juste quelques blocages administratifs sur lesquels on est en train de travailler. Parce que comme on a dit, pour créer une société, ça dépend de beaucoup de différentes structures. Donc, même si nous, on est prêts depuis très longtemps, il faut que tout le monde soit prêt à digitaliser leurs services aussi. Et des fois, comment on dit, passer la main à leur signature, que ce soit une signature électronique. Donc ça, c'est en cours et puis on espère que dans les mois à venir, Inch'Allah, que ça va être mis en place. Donc en termes de création d'entreprise et les types de sociétés, on a même passé un flyer à tout le monde avec les types de sociétés, les documents nécessaires pour ouvrir ces sociétés et puis les prix. Mais on va revoir ça tout de suite. En gros, il y a quatre types de sociétés au Mali. Les SARL, ça c'est l'équivalent des LLC, les sociétés à responsabilité limitée. Il y a les SA, ça c'est les corporations, c'est les grosses entreprises. Il y a les GIE, ça c'est le groupement à intérêt économique, c'est le rassemblement des entreprises. Et finalement, il y a les entreprises individuelles. Ça c'est l'équivalent des sole proprietorships. Donc, pour les SARL, les LLC, le capital minimum, c'est 5 000 francs pour ouvrir, pour le capital de la société. Donc, avant, c'était à 1 million, mais on a réduit ça pour faciliter la création de ces structures. Et ça, le capital minimum reste 10 millions. Ça, en général, c'est les très grandes boîtes, les institutions financières, les mines et puis d'autres boîtes qui ont les moyens. Les frais pour les SARL, les LLCs, sont à peu près 280 000 francs CFA. Donc, dans ça, 250 000 va chez le notaire qui se charge de la création et 30 000 va à l'API. Et c'est la même chose pour les SA, les grosses corporations. Ça coûte 530 000 francs CFA. Et 500 000 va chez le notaire, 30 000 va à l'API. La même chose pour les succursales. Ça, c'est les subsidiaries, les filières. 530 000. 500 000 va au notaire, 30 000 va à l'API. Mais les sociétés les plus populaires sont les entreprises individuelles. Et la différence, c'est que ces entreprises sont liées à ta propre personne. Tu ne peux pas avoir de partenaire. C'est uniquement ta personne. Et en cas de liability, c'est vous qui êtes liable. Ces entreprises coûtent 10 000 francs pour la création. Et ça, c'est en 3 jours. Maintenant, les entreprises individuelles qui nécessitent des autorisations, on va parler de ça tout de suite, c'est un peu plus cher à 28 000. Donc, comme on a dit, on peut créer des entreprises dans tous les domaines, mais il y a certains qui ont besoin d'autorisation d'exercice, tels que les établissements de tourisme, comme les hôtels, les agences de voyage ou de transport, les ingénieries conseils, les architectes, et puis finalement, tout le monde qui est dans les BTP.
on a besoin d'autorisation spécifique pour pour exercer ces activités. Et ça aussi, ça a été centralisé au niveau de l'API où on introduit les demandes pour exercer. On a aussi, au niveau du guichet, ce qu'on appelle le code des investissements, une manière d'inciter les gens à rentrer dans l'industrie. Donc, comme on dit, au Mali, on a de la matière première. Actuellement, on est beaucoup dans le commerce. On achète des choses, on les revend. Et quand on est dans la production, on exporte les produits de manière brute, que ce soit les fruits non transformés, l'or ou bien d'autres matières. Donc, l'ambition, depuis longtemps, c'est de pousser les gens à l'industrialisation. Donc, il y a un outil qui s'appelle le Code des investissements qui incite les gens à rentrer dans l'industrie. Donc, c'est-à-dire que si vous investissez un certain montant, aujourd'hui, c'est 100 millions, mais on est en train de faire une révision du Code des investissements. Si vous investissez 100 millions et il y a une transformation, ce qu'on appelle une valeur ajoutée, vous transformez un produit local dans un produit fini, il y aurait des avantages. Donc, les avantages, c'est que les équipements que vous allez faire venir pour l'usine seront exonérés de frais de douane. Il n'y a pas de frais de dédouanement. Les impôts sont réduits de 30 à 25%. Et puis la TVA, qui est normalement 18%, est enlevée pendant un certain nombre d'années. Donc maintenant, les avantages montent en fonction du niveau d'investissement que vous faites. Donc le seuil minimum aujourd'hui, c'est 100 millions. De 100 millions à 500 millions, vous avez ça pendant 3 ans. Maintenant, si vous investissez 500 millions, entre 500 millions et 2 milliards, les avantages sont un peu plus pour un peu plus longtemps. Mais comme on a dit, on est en pleine phase de relecture du Code des investissements pour que ça soit plus adapté aux réalités et pour aider les PME. Parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui au Mali qui peut investir 100 millions dans une entreprise. Et dans le nouveau Code des investissements, on va essayer de aussi mettre des dispositions pour inciter les gens de la diaspora pour investir dans le pays. On est en train de prendre des benchmarks des autres pays, comment ils font pour mobiliser leur diaspora. Et on est en train d'essayer d'imiter ça pour avoir un code plus attractif. Donc ça, c'est le guichet unique en termes de les procédures administratives qui sont disponibles pour vous. Il y a aussi le volet de promotion des investissements qu'on fait, un service qui n'est pas aussi connu pour d'autres. Mais notre ambition, c'est de vraiment encourager les gens, les donner tous les outils nécessaires pour pour les aider à se lancer dans l'industrie. Donc, une initiative qu'on a fait, c'est le développement des business plans. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les gens, pour entrer dans le business, il faut souvent investir dans les études de faisabilité, qui coûtent cher. On doit payer quelqu'un pour faire des études, le business plan, les modèles financiers. Donc, vu qu'il y a beaucoup de gens sautaient cette étape, rentraient directement dans le business et puis après, ils avaient des problèmes, nous, on a décidé de financer des études sur 10 filières dans l'agriculture pour faire des business plans complets de A à Z. Donc, ici, il y a 2 exemples. Un, dans la conservation des oignons. Parce qu'il y a une forte production d'oignons à un moment de l'année. Et puis, ce qui se passe à ce moment, il y a même un surplus d'oignons. Quelques mois plus tard, quand c'est plus la période d'oignons, on dépend des importations des oignons. Donc, on a fait un business plan sur une unité de stockage d'oignons. Ça, c'est un exemple. Le deuxième business plan qu'on a pris comme exemple ici, c'est dans le domaine d'une ferme dans la pisciculture. Donc, en gros, on a fait 10 business plans dans 10 filières différentes agricoles qui peuvent être partagées. On va partager ça à l'ambassade et puis à la représentante de la diaspora aussi, qui peut envoyer ça à tous les gens de la communauté. On a un autre service qui s'appelle le aftercare. On a un peu parlé de ça, le suivi des investissements. Donc, ça, c'est d'accompagner les investisseurs qui ont déjà investi au Mali, de montrer on les soutient, de recenser leurs besoins et leurs difficultés qui nous sont utiles quand nous, on fait des réformes ou bien quand nous, on fait le plaidoyer et puis on propose certains changements dans le climat des affaires. Il est important d'avoir ces informations directement avec les opérateurs économiques. Je pense que c'est une des raisons pour cette mission maintenant, de recenser aussi les points de vue des gens qui sont à la diaspora, qui veulent investir au Mali et quels sont les blocages, pour que nous-mêmes, on puisse insérer ça dans les réformes qu'on va proposer.
Et aussi dans le aftercare, ce qui est, comme on dit, on est dans la dynamique où on cherche une autosuffisance, que ce soit autosuffisance alimentaire, autosuffisance énergétique. Donc, on a constaté que si quelqu'un a déjà investi au Mali, il y a plus de chances que cette personne investisse au Mali encore que d'aller chercher quelqu'un de nouveau qui a investi au Mali, pour investir au Mali. Donc, le suivi de l'investissement est un des facteurs les plus importants dans la promotion des investissements. Je pense que le DG a déjà parlé de ça. Il y a quelques semaines, on a eu une nouvelle initiative sur son leadership, c'est le déjeuner des investissements. Cette initiative, c'était de rassembler 6 grands industriels, opérateurs économiques maliens, tous d'un grand niveau qui emploient des milliers de personnes, de les asseoir autour d'une table, un déjeuner, avec le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie et le DG de l'API, et de présenter 3 projets structurants. Il y avait 2 projets dans le coton et 1 projet dans le sucre, et de leur dire s'ils sont prêts à créer un consortium et investir ensemble. Parce que ce qu'on a constaté, que les gens investissent, mais il n'y a pas beaucoup de collaboration entre certains opérateurs économiques. Donc, on a choisi 6 opérateurs économiques qui se connaissent, qui ont montré du sérieux parce qu'ils sont déjà dans l'industrie depuis un certain temps. Et on a essayé de les rassurer. Donc, on pensait qu'on allait avoir de la réticence et peut-être 1 ou 2 personnes allaient se prononcer. Mais ce qu'on a constaté, les 6 étaient contents et ils ont dit qu'ils sont prêts à rentrer dans le consortium et qu'ils attendaient que ça, qu'au lieu d'aller valoriser les investisseurs à l'étranger, que finalement on essaie de les valoriser eux qui sont en train d'employer des milliers de personnes au Mali. Donc, ils cherchent cette reconnaissance. Et donc, maintenant, il y a certaines, c'est toujours en négociation, il y a certaines rassurances et garanties dont ils ont besoin, mais ça, c'était juste la première édition, il y aurait d'autres éditions dans le futur. Je pense qu'on parlait à midi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être même faire avec la diaspora, là où des gens peuvent s'associer, quelques opérateurs peuvent s'associer, ou bien des investisseurs, et puis créer des projets. L'idée aujourd'hui, c'était de faire un restaurant, puisqu'on cherchait un restaurant malien pour manger, mais on a constaté qu'il n'y avait il y avait pas de restaurant malien à Washington. Donc, pourquoi pas avoir quelques personnes s'associer et faire ça? Mais ça, c'est pas le but de notre mission. On veut qu'on investisse au Mali, pas ici à Washington. Ouais. Donc, ça, c'est le déjeuner des investissements. On a parlé aussi de la cartographie. C'est un projet qu'on fait avec un partenaire où on a mené des études sur les opportunités d'investissement dans différents secteurs et différentes localités au Mali, pour finalement avoir une carte interactive sur notre site web, là où on peut cliquer et voir la région de Caille. Il y a des opportunités dans ça, Sikasso, et ainsi de suite. Donc, le lancement de la carte est déjà opérationnelle, est déjà faite, mais le lancement est fait le mois prochain. Et finalement, et peut-être plus important, c'est le guichet de la diaspora. C'est une initiative qu'on a fait pour avoir 1 ou 2 personnes qui sont spécifiquement dédiées à accompagner les gens de la diaspora. Et ça, c'est accompagnement de manière administrative pour vous aider à faciliter la création d'entreprises, mais aussi pour vous donner les informations adéquates et donner tous les outils que nous avons à l'appui à votre disposition. Donc ça, c'est en cours et puis on espère que ça va prendre de l'ampleur. Donc en gros, c'était ça les services de l'API et puis certaines opportunités. On est là, on est engagé pour vous. Ce que je vais dire, c'est que l'investissement et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est difficilement fait à distance, que ce soit le Mali ou bien que ce soit un opérateur américain qui est dans un autre pays. Pour entrer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de faire ça à distance. Donc, il faut un certain engagement. Donc, nous, on peut faire le maximum possible pour vous accompagner. On peut créer un guichet de la diaspora, on peut faire des formations, on peut faire des études, mais il faut un engagement conjoint entre nous tous, et on espère que ça va aller. Merci. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est des documents de promotion, un QR code. Donc, si vous voulez prendre la photo des QR codes, ça va vous montrer la présentation avec des documents de promotion. Je voudrais ajouter 2 éléments. OK. Voilà.
Donc, je voudrais ajouter 2-3 éléments à cette présentation. C'est des chiffres que je voudrais partager avec vous. Voyez-vous que notre pays, vous l'avez vu dans la présentation, c'est 500 000 tonnes de mangue par an. La moitié pourrie à Sigasso et dans les autres régions. Par manque d'équipement ou de dispositifs de conservation et par manque de dispositifs de transformation. Conserver et ou transformer, ça n'existe pas. L'autre moitié, une partie est consommée chez nous, à l'état brut, et une grande partie est exportée. Ça va au Maghreb, transformé en jus de mangue et ça nous revient encore plus cher. Ça n'est pas normal. Je le disais tout à l'heure, notre pays, c'est 700 000 tonnes de coton par an. 1%. Dans la présentation, nous avons dit moins de 5%, mais c'est 1%, moins de 2%. Transformé localement. Le reste va sur le marché international, vendu à un prix qui ne vaut pas grand-chose, moins de 500 francs le kilo. Et ça nous revient transformé en basin Kessner près de 60 000 francs. Ce n'est pas normal. Notre pays, c'est 1 241 000 km². Des millions de terres arables, 43 millions. C'est de l'eau, 2 grands fleuves. Mais nous importons du riz, venant souvent de certains pays minuscules à la limite. Nous avons pourtant une jeunesse qui est prête à travailler. Nous avons la terre, le soleil, nous avons l'eau. Ce n'est pas normal. Et il y a un phénomène mondial qui se fait, qu'il faut analyser, interpréter et réfléchir pour trouver les solutions. Nous avons vu récemment le contexte géostratégique et géopolitique mondial, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a bouleversé le paysage économique du monde et qui a joué pratiquement sur l'économie du monde entier. Et tous les pays qui ne produisaient pas ce dont ils ont besoin pour satisfaire leurs besoins de consommation se sont retrouvés en difficulté. Ça doit pousser chaque pays à travailler pour se prendre en charge, se nourrir, se vêtir et se soigner, au moins. Et donc, face à cette situation, les autorités du Mali, en tout cas le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a estimé que la meilleure sécurité, c'est justement travailler pour qu'on puisse se nourrir, se vêtir, se soigner. Un autre phénomène qui a réconforté cette analyse et ce positionnement, c'est lorsque pour des raisons connues ou pas connues, les organisations de la sous-région ont décidé de mettre notre pays sous embargo. Quand l'embargo de la CEDEAO est venu, n'eût été le patriotisme des Maliens, des opérateurs économiques du Mali, du secteur privé du Mali, qui s'est levé pour dire même si nous devons travailler à perte, nos concitoyens ne vont pas mourir de faim, ça allait être très compliqué parce que nous importons tout. Et donc, les autorités ont instruit de travailler pour changer cette donne. Il faut qu'on puisse produire nos produits de consommation. En tout cas, nos denrées de première nécessité. Riz, huile, sucre, lait, j'en passe. Et dans ça, vous avez un rôle extrêmement important à jouer.
nous avons écrit depuis un moment un projet de production de 300 000 tonnes de sucre par an. Notre pays consomme 300 000 tonnes de sucre par an. Nous avons des industries qui produisent 120 000 à 150 000 tonnes. Et chaque année, donc, nous importons plus de 50%. Nous ambitionnons que le secteur privé du Mali puisse prendre ce projet, le réaliser, pour que nous puissions produire le sucre dont nous avons besoin et exporter le reste vers les pays de l'AES. Nous produisons du coton, mais nous importons le coton hydrophile utilisé dans nos hôpitaux. Korimimbe, que docteur Solaka, ka joli suma, ka joli nettoyer, docteur Oka, Corinne. Mais ça ne demande même pas une grande industrie. C'est des équipements légers. Et c'est un très petit projet de 2 milliards de francs CFA. Un très petit projet de 2 milliards de francs CFA pour la transformation de 2000 tonnes par an. Mais ça aussi, nous l'importons. Nous voulons que le secteur privé ou la diaspora puisse s'organiser pour réaliser un tel projet. Parce que vous avez la technicité, vous avez les contacts qu'il faut ici pour implanter une telle unité. Et cette volonté politique s'est manifestée par certaines décisions extrêmement courageuses. Nous avons 4 unités au Mali qui produisent les pâtes alimentaires. Farine mougou, macaroni, pâtes alimentaires. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, à l'époque, j'étais à son cabinet, j'étais son conseiller, a rendu une visite à ces unités qui, face à la concurrence déloyale, étaient sur le point de fermer et les 2 autres de réduire le personnel de 50%. Au retour à son bureau, il a pris un arrêté pour dire que si nous avons des unités qui produisent les pâtes alimentaires de bonne qualité, à un prix abordable, et que les unités étrangères viennent sur notre marché pour les concurrencer de façon déloyale et les empêcher de travailler, de vendre, j'interdis l'importation des pâtes alimentaires. Une décision extrêmement courageuse. Il dit les pâtes alimentaires ne rentrent plus. Je vais protéger ces unités. Aujourd'hui, les pâtes alimentaires ne rentrent plus au Mali. Et l'objectif, c'est de protéger ces 4 unités. Ah, ça fait un tollé. Tout a été dit. Une année après, quand il est retourné pour faire le bilan, non seulement les 4 n'ont pas fermé, les chiffres d'affaires ont été multipliés par 4 et les personnels par 3 en une année. Aujourd'hui, ces unités sont en train de s'attaquer au marché de l'AES. Ça, c'est la volonté politique des autorités aujourd'hui à aider ceux qui veulent investir dans notre pays. Au-delà des avantages offerts par le Code, la protection des unités industrielles. Cela veut dire que si vous vous organisez pour l'installation d'une unité de production de compresses stériles, par exemple, Korimuguni, si vous produisez de la bonne qualité, une quantité suffisante pour couvrir les besoins du Mali, à un bon prix, les autorités seront là pour vous protéger contre la concurrence déloyale. Donc, interdire l'importation pour vous permettre de vendre. Et dans ça, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. La volonté politique, le code des investissements, qui est en lecture et dans lequel nous prévoyons, comme Touré l'a dit, de prévoir des outils spécifiques pour vous accompagner et accompagner la diaspora. Et donc, voici, mesdames et messieurs, ce que je voudrais ajouter pour renforcer et vous montrer que, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, il y a une volonté politique affichée de protéger les industries et les tissus industriels de notre pays. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le DG, pour ces précisions. Je m'en vais également vous demander d'applaudir pour Ibrahim Touré, qui a fait vraiment une présentation vraiment magistrale. Donc, oui, oui. C'est le second du DG, Ibrahim Touré numéro 1, Ibrahim Touré numéro 2. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et comme Seydou Badian Kouyaté le dit dans son livre Sous l'orage, la meilleure des connaissances, c'est celle qui mène l'homme vers l'homme. Donc, au-delà de l'information que nous avons reçue ce soir, nous avons les responsables de l'API, le DG, en plus de Touré, qui sont là également. Nous allons passer à la série des questions et réponses et qui vont permettre maintenant à l'audience de poser des questions. Donc, avant de passer à la série des questions et réponses, je m'en vais également vous mentionner la présence de Madame le ministre, l'ex-ministre de l'économie, Nanaba, s'il vous plaît, qui est parmi nous. OK. Donc, nous allons passer à la série des questions. Nous allons d'abord prendre 5 personnes qui vont poser leurs questions. Nous allons leur demander de se présenter et d'être très, très concis dans la présentation. Donc, avant la série des questions, et nous allons également, il y a Madame le ministre qui est là, on va lui donner quand même l'honneur de dire quelques mots avant de passer à la série des questions. Madame, il n'y a pas de micro. Hein? OK. Merci, je te remercie d'être venu de tout ce que je voudrais dire, c'est que je suis très fière très fière de vous toutefois, parce que je vois que l'acquis qu'on a connu, je suis arrivée à Bamako en 2007. L'acquis avait été créé en 2005. Et quand je suis arrivée en 2007, là, c'était pas encore opérationnel. Je me rappelle, j'ai porté des bottes pour aller chercher l'appui comme un enfant à l'Afiabou, où je suis arrivée dans un building, vraiment, c'est pas le building que vous avez en soi. Je suis arrivée dans un building, vraiment, dans un état, je ne peux pas le décrire. Je dis ça, c'est un joyau qu'on a ici, qu'on a créé, et qui peut être c'est le cap d'un investisseur doit obtenir pour pouvoir vraiment faire quelque chose au Mali. Donc, je dis, la fille doit aller là, exactement, dans mon bureau, et ça doit être la vitrine de ce bureau. C'était le ministère de l'économie, de l'industrie, du commerce et du développement de l'investissement. C'est que la fille est devenue. Et pour vous dire que ce soir, je suis fière du travail qui a été débattu depuis quelques années. Aujourd'hui, en et vous pouvez aller partout, présenter la vie et présenter le Mali. Et on n'aura pas honte de ce que est en train de réaliser dans le Merci beaucoup. Merci de l'avoir depuis le bébé et adulte en ce moment. Et l'adulte, je présente le Mali et je présente la fierté malienne. Et vous avez dit quelque chose de très important, la communauté. Et je pense que c'est très important. Vous avez créé une initiative la communauté, la diaspora, rencontrer l'actif que vous devez faire la diaspora. On voudrait une élaboration ici, comment je peux être réel. Merci d'être venu et on est fiers de vous. We are proud of
Merci beaucoup, Madame le ministre, pour ces commentaires. Donc, et nous allons continuer avec la série des questions. Comme je le disais, nous allons prendre 5 personnes. Donc, 5 personnes. Et après les 5 personnes, on va voir avec le temps si on peut prendre encore d'autres personnes. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous et essayez d'être très, très concis et très bref dans les questions pour nous faire gagner du temps. Donc, nous avons déjà une main levée. OK. Mhm. OK. OK. Oui, c'est Guillaume. J'ai eu à travailler avec la vie. Je vous remercie pour ce que vous faites pour l'humanité et tout ce que vous avez fait pour nous, la jeunesse malienne également. Moi, j'aimerais savoir, moi, en tant que malienne de la diaspora, comment allez-vous le connecter sur le marché malien? Donc, nous allons prendre une deuxième question. Nous avons notre... Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, c'est Geneva Traoré. D'abord, je suis très émue de voir qu'il y a une suite pour la FIC, Forum international de la diaspora. Parce que j'étais à Bamako ce temps-là, c'était 17 ou 19 jours de jouer. Donc, voir déjà que nos attentes ont été prises en considération par son Excellence, M. Assimi Goïta. Parce que moi, j'avais demandé, c'était dans mes écrits, que le Mali doit démarcher la diaspora. Et ce qui est fait aujourd'hui. Donc, c'est quoi? Venir vers nous, nous écouter, nous proposer des solutions. On avait mentionné parce qu'on était dans les différents panels. Moi, j'étais dans un panel où tu parlais des attentes de la diaspora. Parler des guichets uniques. Comment créer nos entreprises, comment faciliter les choses. Pour voir déjà qu'il y a un site après peut-être un mois, déjà, je suis près de l'île, je peux dire ça déjà. Puis, moi, c'est que Andy Bernard propose. Donc, merci beaucoup, Madame, pour votre commentaire. Donc, nous allons prendre une deuxième personne puisque vous avez donné des commentaires. Donc, vous avez la parole, monsieur. Monsieur. Je vais donner une précision là, suite à l'intervention de Madame comment? Geneva Traoré. Non, pour votre information, c'est prévu exactement le 20 septembre à 11h. Donc, c'est le samedi 20 septembre. Donc, il y a un Zoom link. On a fait le communiqué, j'ai envoyé à la présidente de l'AMA qui va maintenant faire une sortie pour que chacun fasse une connaissance. Le 20 septembre, un samedi, à 11h ici. Donc, c'est la suite du forum qui s'est tenu à Toronto. Merci. Je voudrais Donc, demander, monsieur, après s'il vous vous. plaît, nous avons aussi des intervenants en ligne. Monsieur l'ingénieur, ma question, c'est pour tourne autour des projets d'énergie et de mines. Et comment est-ce que la PIMALE pourra accompagner les investisseurs étrangers pays portés par les Mali? Merci. Okay. Merci beaucoup. Donc, troisième personne. Yeah. Aïdara. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Je veux savoir s'il y a 2-3 success stories des investisseurs de la diaspora qui ont investi et comment ça se passe dans le passé. OK, merci beaucoup. C'est bien noté. Donc, nous allons prendre 2 personnes également en ligne. Nous avons des gens qui nous suivent en ligne, donc sur Zoom. Donc, ils peuvent également... ils peuvent... OK, s'ils sont sur mute, on va les enlever sur mute. Monsieur Diokolo, vous pouvez s'il vous plaît? Donc, ceux qui sont sur Zoom, on ne vous entendait pas. Si vous voulez ouvrir votre micro, vous présenter et poser votre question. Et également, prière d'être très précis dans vos questions. Merci beaucoup. Oui, Bonsoir.
C'est Jokolo Koulibaly. On vous écoute, Monsieur Koulibaly. Voilà, c'est ça. Bon, je ne serai ni bref ni tendre avec nos étrangers. Bonsoir tout le monde. OK. C'est Jokolo Koulibaly, je suis journaliste avec une trentaine d'années d'expérience. J'ai bien écouté avec beaucoup d'attention. Si vous voulez bien, je vais entorser le débat en parlant en langue nationale bambara pour mieux me faire comprendre. Donc, Mbafo, Aka Talila, Aka Tamala, Naka Ganeanyumangira, Mbafo Abela, Ne Jokolo Koulibaly, journaliste Abe Sambi Saba Bonyongo Bo, Mbabara Kankake, Kabre Malila Fossisa. Nye Aka Kuma Bela, me Nye Notuta. Bon, Fenchaman Be, ni note. Aw noye maintenant manya ka fɔ ko aw de bɛ kɛ gese tɔnɔ tagamakɛla ye gouvernement ni tungarankew cɛ n'o ye trade union ye a ka kan fɛn dɔw ka fɔ aw y'aw ka bɔ a kalama fɛn caman fɔra yan aw fɛ ni aw ka baara ye yɛlɛma caman donna la a ye nipu min fɔ nin moi j'ai fait à peu près 90 jours à Bamako nipu ma se ka accéder à la mɔgɔ mun chargelen don a fɛn na n'a ma na retard la i b'a sɔrɔ don dɔ la a tɛ na yɛrɛ. Donc finalement, il sera qu'un document sur ACA. Ça n'encourage pas. Et vous avez un intervenant à parler de l'Office du Niger. Il y a 4 ans, sinon 3 ans, j'ai postulé, demandé à Seydou Kassoke, qui fut président des Maliens des États-Unis. Aya Yininga ko mo joli postera pour les 5000 hectares alloués à la diaspora et que mo joli asro. À la situation ɲɛfɔ aw ye filanan ye sabanan l'administration malienne la lenteur ça tue les démarches ça tue c'est-à-dire qu'avec mɔgɔw ka initiative faga quoi i bɛ dossier bila ka taa i bɛ se ka sigi ka san kɛ i tɛ jaabi sɔrɔ a la f'i ka mɔgɔ de wuli o ka tila ka taa don mɔgɔ kan ou bien i yɛrɛ ka relation ni fɛn minnu bɛ yen i ka mɔgɔ bila olu ka taa suivi. J'ai un dossier qui dort dans les tiroirs de la présidence, le secrétariat général de la présidence depuis novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois où j'ai arrêté d'appeler, quand j'ai appelé celui qui était au bout du fil, m'a dit que ah ni ma jabi soro i ka fɛn na o kuma o kɔrɔ de k'a rejeté la. Je ne suis pas un Malien, n ka téléphone numéro bɛ yen, email bɛ yen, fɛn bɛɛ bɛ yen. Mais vous voulez que les gens aillent investir dans ces conditions-là? Mais il faut que uniquement pour les Maliens de la diaspora. Il faudrait que nos doléances soient traitées avec discernement. C'est ça le problème. Oui, vous avez fait une bonne mission. Mais en fait, c'est ce qui nous décourage. On a des ambitions. Moi, je voulais créer ma propre société, SAR, pour diffusion, communication et multimédia. Mais c'est la croix et la bannière. Donc, il faudrait que, parce que tant limité les nous, maintenant, les Maliens de la diaspora, initiative il y a des matières grises, mais ni que me boit à job, et démarches administratives à les décourager à Kabarala. Donc, on est faire à foyer. Now, on a toni famo soro, segito famo na soro, aga bara nyena, ninga ka follow akanake alabani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Nous avons Djibril Koné avant Madame Fatima Traoré. Monsieur Koné, vous voulez parler? Donc, nous allons prendre une deuxième personne sur Zoom donc, pour poser sa question et puis fermer la série de 5 personnes. S'il y a une deuxième personne en ligne, la personne peut ouvrir son micro, prendre la parole et puis poser sa question. Nous avons 3 personnes en ligne. Donc, on va prendre une personne d'abord. Okay. Voilà, on va prendre une personne en ligne et pour permettre au DG de pouvoir apporter des réponses à ces questions. Et après, maintenant, on va voir si le temps nous permet de prendre d'autres personnes. OK, si M. Koné n'est pas prêt, Fatima Traoré, allez-y.
Ah, j'entends, ça c'est la voix de Madame Boiré, hein? Oui, Donc, oui, vous m'aidez dans mon travail. Merci beaucoup. absolument. Mhm. Madame Fatima, a essayé qu'il y ait un mute, il casse comment? On dirait qu'on l'a perdu. On l'a pas vu. Allô? Ok, c'est bon. Allez-y. Allô, bonsoir. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et en tant que Malienne de la diaspora, j'apprécie vraiment le dispositif que prend le nouveau gouvernement. Et sauf qu'il y a un problème qui nous empêche, nous, les membres de la diaspora, d'investir ou d'essayer d'investir. Parce que si nous regardons les potentiels que notre pays a et nous regardons la position du Mali à l'échelle internationale, mondiale, à voir, nous sommes parmi les 5 premiers producteurs de denrées alimentaires et aussi de matières premières. Et là où le problème se pose, c'est surtout la transformation et l'exportation. Nous sommes en manque de transformation, certes. La diaspora peut beaucoup aider à ce niveau-là. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement d'aujourd'hui pour nous faciliter cela, premièrement? Et à l'échelle internationale, quand nous partons en tant que quatrième, cinquième, troisième, deuxième producteur de ces denrées alimentaires ou de ces matières premières, à l'échelle d'exportation, le Mali n'existe pas du tout. C'est notre colonisateur qui existe à ce niveau-là. Et je voudrais que le gouvernement, vous, les membres du gouvernement, nous expliquent comment cela se fait et combien de temps nous avons besoin pour que ce changement soit effectif à l'échelle internationale. Merci. Merci beaucoup, madame. Donc, je pense que nous avons déjà 5 personnes. On va permettre au DG de répondre. Bon, je pense qu'on va prendre une 6e personne. Monsieur, vous pouvez poser votre question. C'est pas une question, contribution. OK. Excellence, M. Dressé. Et j'ai M. Touré. M. Soumano, bonsoir. Moi, c'est Konaté Gaba, je suis membre de la Chambre de commerce américaine. Je vais dire que je suis membre de la diaspora qui fait mes idées de Texas à Houston. Je l'ai fait effectivement au Balkan. Je pourrais te remercier l'initiative. Félicitations. Nous n'avons pas une occasion, on a voulu rentrer au moins d'avoir l'opportunité d'avoir appuyé aux États-Unis. Merci. Nous encourageons. Félicitations. Donc, merci beaucoup. Je vois vraiment beaucoup de mains levées. Malheureusement, le temps n'est pas du tout en notre faveur. Donc, on va vraiment donner la parole au DG. Il faut prendre la question. La question. Des contributions, vous la mettez. Donc, bon, OK. Donc, essayons de cadrer pour ne pas déborder. OK, donc, non, on a un temps pour le réseautage et puis pour des commentaires. Donc, et le DG et puis sa délégation seront disponibles pour vraiment... OK, Monsieur Mega, après vous, on va prendre Madame Nientao également. Yeah. Monsieur Touré. Yeah. Monsieur Babi. Donc, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le directeur. Tout de suite, Madame le ministre a parlé de
des 20 ans d'existence de l'API, je crois. 2005, c'est ça? 2005. Ouais. Opération sur 2007. Donc, ça veut dire que l'API était aux alentours pendant très longtemps, relativement. Le DG également a parlé des 8 millions de Maliens qui vivent à l'extérieur. Ça fait un tiers de la population du Mali. Je crois que le Mali fait à peu près 22 millions d'habitants, peut-être 25 maintenant, mais en tout cas un tiers de la population qui vit à l'extérieur. Il a également parlé des chiffres qui s'élèvent à coups de milliards. Et j'ai entendu quelques questions ici par rapport, du moins j'ai entendu quelques déclarations sur l'environnement naturel du Mali, en matière de ressources minières, en matière de terres arables, des millions, en matière des opportunités au Mali, on ne peut même pas les compter. Il y en a trop. Et quelqu'un a dit que tout est à faire au Mali. Mais il y a deux questions. Jokola, dans son intervention, a parlé un peu de la lourdeur administrative, malgré l'existence de l'API. L'API n'est pas la seule filière pour créer de l'emploi ou pour créer des entreprises. Il y a d'autres. C'est vrai que pour les Maliens de la diaspora, c'est beaucoup plus facile, mais il y a d'autres boulots d'être. Et je crois que cet environnement, il faut penser à le soigner. Je suis content de savoir qu'aujourd'hui, nous avons des autorités qui sont l'oreille et qui ont une certaine vision sur la diaspora. Maintenant, j'ai vu aussi qu'ils sont accompagnés par, je pense, des financiers. J'ai entendu parler de la BAC, c'est bien ça. Et comme vous le savez tous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et la diaspora a de l'argent. Je n'ai pas entendu dans les différentes interventions quelqu'un parler d'une structuration pour pouvoir organiser cette manne financière que la diaspora représente pour que ça puisse servir de support pour ces investissements dont on est en train de parler. Donc, je voudrais savoir quelles initiatives ont été prises dans ce sens. En 1996 déjà, ici à Washington, nous avons parlé de la création, je profite pour l'annoncer, du FMI Mali, qui était le Fonds mutuel d'investissement des Maliens de l'extérieur. En 1996, il y a donc 30 ans de cela. On a parlé de ça ici à Washington. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Je voudrais savoir ce que les responsables devant nous peuvent faire pour nous accompagner pour cette création. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Babi. Et Madame Niantao, vous pouvez... Merci. Je remercie l'équipe d'être venue une fois ici. Nous en avons besoin, nous sommes de la diaspora et nous sommes très intéressés. Tous les Maliens de la diaspora sont intéressés à aller investir. Pour le savoir, nous sommes là et nous sommes prêts dans toutes les actions et les activités du Mali pour que notre pays puisse s'en sortir. Je vous remercie. Félicitations à l'API. Et ma question, je remercie aussi le passage de l'association des Maliens de Washington, ici. Et nous sommes vraiment très, très ravis. Ma question portera sur les obstacles et les solutions. Nous avons des obstacles. Il y a beaucoup de Maliens de l'extérieur. Le Colo vient d'en parler tout à l'heure. On a l'intention d'aller investir. Partons avec l'argent. Nous voulons investir, mais nous avons des obstacles. Est-ce que l'API pourrait vraiment aider à relever, à aider les Maliens de la diaspora quand ils viennent pour investir, à relever, à les aider à franchir cet obstacle? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est de savoir s'il existe réellement un partenariat public entre la diaspora et puis le secteur public et privé malien. Parce que je ne vois pas qu'il y a une réelle connexion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne connexion? Parce que les gens de la diaspora qui sont là, qui ont vraiment l'intention d'aller investir, qui puissent vraiment être à l'aise
arriver au Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nientao. Donc, vous avez notre cher aîné Mohamed. Nous allons donner la parole à Mohamed. Je serai alors très précis, du moins très bref. Ma question porte notamment sur le financement du business plan. J'ai cru entendre lors de l'intervention de M. Touré, numéro 2, que l'API finance l'élaboration de business plans pour des entreprises qui opèrent notamment dans certains secteurs ciblés. Donc, pouvez-vous nous en dire plus et quelles sont les modalités pour bénéficier de ce financement? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Tunkara. Je ne vois pas la main des jeunes levés. Hein. Nous avons... OK, on va lui donner la parole. C'est indécouvrable. Non, vraiment, tout le monde est intéressé par ce problème. Pendant des trentaines d'années, elle a payé 5 sous. On devait faire la position. Il y en a qui font souffle la fois. On a eu des gâteaux. C'est au Mali. J'ai dit que on est là aujourd'hui. Si vraiment ce n'était pas un jour ouvrable, vraiment ça, je me fais. Parce que tout le monde a beaucoup de choses à faire, mais je ne sais pas, on va t'amener à permettre à médias à former là. Moi, je suis très content au Canada. On a fait là pour mieux en solo, ou qu'on a tout solo. Parce que moi, en 2003, après finir de faire la campagne pour l'atelier, et j'ai été le directeur de la campagne. Donc, vraiment, atelier, c'est là, je me suis battu, agrément de Féméini, la compagnie d'Aïlabanda. Et la compagnie s'appelle la Malienne d'électricité, électronique, électromécanique, qu'on appelait MA3E. Et Koulou de Kélédou m'a appelé Angajeka, para que nous fait. Vraiment, j'ai acheté au moins plus de 20 millions. Votre là, ça a équipement là, ça a installé, qui était beaucoup là. Il y avait une centre de formation professionnelle. Parce que moi, je suis électricien de formation. Et j'ai quitté chez Père Michel, après la France, après Canada, à 3 ans pour laquelle l'électricité Fatimana. Donc, je voulais vraiment donner ma connaissance aux Maliens et quand je nous avons et l'école technique là, ils vont travailler pour moi. Et maintenant, quand ils vont finir, ils ont le diplôme. Et moi aussi, j'allais leur donner un diplôme technique parce qu'on a même de vous là. On a finition. J'ai vu ça quand je vais chez quelqu'un, je regarde les installations chez nous, c'est vraiment du bilan. Donc, on va faire une expérience ici. Au Kera, mais ça n'a pas marché. C'est un chemin que j'étais même connu. Je voyais tout à et c'était dans bout. On causait beaucoup sur ça. J'ai laissé ma famille, tout le monde en bête à la latence. Mais, il y a une marche de l'île entre ce corruption-là. Appel d'offres pour laquelle on nous paye 200 000, on paye 200 000, on n'a rien. Et quand j'ai cherché le marché me venait là, et on me dit que, nous devons refaire là. Tu comprends? Bon, maintenant, il y a le solaire qu'on regarde, moi j'ai commencé, je peux dire que l'un des premiers. J'ai été voir Amazer, c'est pas là qui est sur la colline là. Voilà, j'ai été les voir. Moi je suis prêt à solaire que. Malila. Mais j'ai contacté beaucoup de villages et ils voulaient investir 20% et ils devraient payer 80% pour gagner la baraque. Pour moi, son baraque. Et le directeur même déjà en ce moment, le Mali a 1% de l'électrification en ce moment. C'est en 2003-2004. Donc, nous, on va y investir ça. À Magnaoulou, tu vois, on ne pouvait pas perdre notre famille ici. Donc, il fallait que je rentre. Mais toujours, tu vas toujours sur Koulou, dans son école là-bas, tu vas trouver qu'il y a un baramena ou bien chini. Parce que vraiment, je ne vais pas faire ma famille pour la retraite. Je ne veux pas que ces choses-là arrivent à nous. Ça, madame pas été au courant quand elle était ministre, j'ai été là-bas. Elle était ministre en souvent. Pour que quand marché la télé était là-bas, j'ai été tous les voir. Mais vraiment, mal de mes bras sont là.
Et moi, vraiment, je n'ai pas regretté parce que j'ai ma connaissance ici. Je travaille toujours dans le domaine de l'électricité. Et il n'y a pas de business là. Et je veux que vraiment, on me mette à Sauma, on a Kouta, on a Srofem, on a fait, on a été regardé. Applaudissez, applaudissez pour M. Tunkara. Donc, j'ai besoin de la main de deux jeunes. Nous avons... Non, j'arrive. Nous avons un DG qui est jeune. Et nous avons besoin des questions pour le DG. Monsieur, vous, et après vous maintenant, voilà. Lui, il va terminer. On va finir avec lui. Oui, vas-y. Bonsoir tout le monde. C'est pas une activité. Excellence. Je pense qu'il faudrait quand même que nous fassions un peu la différence entre l'investisseur et l'entrepreneur. N'est-ce pas? Je pense que les deux sont un peu différents. Donc, je trouve que c'est une belle initiative, c'est que vous avez là à investir. Mais bon, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui peut créer une société. N'est-ce pas? Je pense que quelque part, la plupart des Maliens qui vivent à l'extérieur, on a besoin des capitaux de certains endroits. Il faut quand même, pour la décision, il faut peut-être avoir des initiatives qui peuvent aider ces personnes à investir de l'argent. Pas nécessairement à créer des entreprises, parce que peut-être que tout le monde n'a pas vraiment l'état dans les pieds de ça. Donc, je trouve que peut-être plus que l'initiative que vous avez, peut-être que les prochaines étapes, il faudrait au moins voir, je comprends, on va pas de gros Somalie, mais bon, quand même voir un peu quelles peuvent être les initiatives qui peuvent amener des personnes à investir les capitaux sans autant vouloir se porter volontaire et payer une société. Comme je dis encore, il faut faire la distinction entre investisseurs et tout le monde n'est pas nécessairement. Ok, merci beaucoup. Donc, nous allons prendre notre cher frère. Moi, c'est un grand architecte. Ma première question s'adresse à M. le PDG. Vous avez parlé de l'orientation d'une partie des ressources vers le Mali. Il n'a pas précisé quel pourcentage. Et je ne sais pas si l'objectif, c'est d'atteindre un certain pourcentage des ressources. La deuxième question, c'est que numéro 2, vous avez parlé d'impliquer ce niveau de la convention, de pas préciser comme blocus, et aussi un blocus niveau organisation. Je parle. J'ai mis si vous voulez préciser Encore, merci beaucoup. Nous avons deux aînés ici parmi nous. Donc, nous allons lui donner la parole pour terminer la série de questions. Bonsoir tout le monde. Avant de poser ma question principale, il y a deux petites questions que vous pourrez. Je pense qu'il y a un temps qui s'est refait. La vision 2063. 2025 à 2063, si je ne me trompe, c'est 38 ans. C'est très ambitieux, je n'ai pas le problème. Pourquoi 38 ans? Pourquoi 20 ans, 30, même 40 ans? Pourquoi 38 ans? C'est un peu hâte. La deuxième, parce que j'ai trouvé ici à parler de la TVA 1800, je pense qu'il a dit que ça a été supprimé ou bien c'est pas précision. Alors, ma question principale est relative à la création d'une entreprise. Vous avez parlé de soutien et d'accompagnement. Quand vous parlez de, vous savez, toutes les personnes dans cette salle ici, c'est les États-Unis, c'est de consommation. Le retour au pays n'est pas facile. Que nous soyons célibataires ou avec une famille, le retour et l'installation, ce n'est pas quelque chose de facile.
Maintenant, la création d'emplois, si dans votre dernier diapositive, vous pouviez inclure un point qui est relatif précisément, comment dirais-je, à l'obtention du prêt. Aux États-Unis, ici, on est continuellement harcelé par les banques et d'autres institutions financières pour accepter. On refuse les prêts ici. Par contre, chez nous, vraiment, c'est trop facile d'avoir un. Donc, retourner au pays, s'installer et puis créer une entreprise, s'il y avait une structure qui pouvait au moins trouver des prêts, donc la serait une très bonne chose. Donc, beaucoup de milliardaires au Mali, ils sont des experts dans la création de richesses et non la création d'emplois. Je pense avec l'expertise de la corporation, Merci. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous allons terminer la série des questions. Nous n'avons qu'une heure de temps. Non, Et une heure de temps. on n'a même pas une heure de temps, donc on doit libérer la salle à partir de 22 heures. Donc, Nettoyer la salle. voilà, nettoyer la salle et puis libérer la salle à partir de 22 heures. Donc, nous allons juste donner... donc, nous allons juste donner 15 minutes. Non, 5. 5 minutes au DG et puis... Bon. Maintenant, le DG va répondre au reste des questions en écrit et moi, je vais partager avec les gens. OK. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps pour... on doit manger et puis on doit sortir de la salle maximum à 10 heures pile. Donc, ça veut dire qu'on n'a que maintenant, combien de minutes? On a 50 minutes. Donc, on a à peu près... Si le DG peut répondre en 10 minutes, c'est bon. Pardon, s'il vous plaît, là. Avant que je dise... Comment expliquer les questions? Juste avant que je DG, je vais faire un round de fois, quoi. Pour que je me fasse. Ça, c'est de façon générale, un commentaire de façon générale. Nous avons avec les autorités actuelles. Il y a pas mal d'échanges, de conversations, de forums, de conférences actuellement qui se font où la diaspora est impliquée. C'est pour amener une nouvelle conscience au sein de la diaspora qu'a fait Ambéa, Pao Deme et Anganyong Deme. Depuis Ambéa, c'est la première fois. Effectivement, c'est de bonnes guerres. Mais aidons les autorités à apporter du changement. Pour le faire un changement, on va demain, changement est concrétisé. Moi, je pense que les gens ont de l'argent, les gens veulent investir. C'est légitime. Mais c'est pas au cadre une conversation. Donc, on a demain ensemble pour qu'on apporte le changement. C'est pour la première fois. Si c'est anglais, mais chacun s'est débrouillé avec anglais, mais quand tu es anglais, il est là. La société d'aller à Kawasro. Si nous investissons à faire la même chose au pays, il ne va pas venir. C'est clair. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, je vous donne la parole pour répondre aux reste. Merci. Donc, Excellence, merci. Donc, je vais répondre très rapidement. Oui, monsieur le président. Je vais répondre très rapidement. OK. Je vais répondre très rapidement. Non, monsieur le DG, j'ai juste une dernière question pour vous. J'ai écouté la présentation de monsieur Touré avec beaucoup d'attention. Donc, la question, c'est que, est-ce que vous avez des exemples de success story? Quelqu'un a posé la question. OK, merci beaucoup. Donc, je voudrais vous remercier pour la qualité des questions. Ça dénote de l'intérêt que vous avez pour l'API, pour le Mali de façon générale et à son développement socio-économique. Il y a une première question qui pose la question de savoir comment est-ce que l'API peut vous connecter avec le marché malien. Je ne sais pas dans quel secteur vous évoluez ou ce que vous produisez, mais je sais que quand on s'installe ou quand on veut créer une entreprise, il y a certainement un business plan. Et dans le business plan, il y a toujours une partie étude de marché qui vous permet de savoir est-ce que ce que vous allez produire a un marché au Mali ou pas. Si ça existe au Mali, c'est où, c'est dans quelle région, quelle est la structure de marché. Maintenant, si ce n'est pas fait, nous pouvons tout à fait vous recevoir, si vous êtes de la diaspora, pour échanger avec vous et voir comment est-ce que nous pouvons vous donner des informations sur là où vous pouvez trouver votre marché.
énergie et mines, quel accompagnement l'API peut donner? Le secteur minier vient de connaître une mutation extraordinaire à travers les textes qui ont été pris récemment, le code minier et son décret d'application. Donc, ces textes vraiment ont décidé de faire des ressources minières du Mali la propriété du Mali. Il faut que l'or, le diamant et toutes les ressources du Mali puissent briller pour le Mali. Et je pense que vous suivez cela. Et donc, toutes les questions que vous aurez, pour orientation dont vous aurez besoin par rapport à ces deux secteurs, l'appui donne le même accompagnement que tous les autres secteurs. Ce que l'appui donne, et je voudrais le préciser parce qu'il y a des questions qui sont posées dans ce sens, l'appui ne donne pas de financement. L'appui ne finance pas quelqu'un. L'appui accompagne dans l'installation, dans la création d'entreprises, à travers la mise à disposition des informations utiles, ainsi de suite. Donc, le même accompagnement peut être fait au niveau également des secteurs de l'énergie et des mines. Les modèles de success story, 2 personnes l'ont posé, la troisième personne, ensuite la dernière personne. Nous avons des exemples. Les Maliens de la diaspora qui se sont installés, certains en restant là où ils sont, investir au Mali. D'autres sont carrément partis pour investir. Le premier exemple, lui-même s'est cité, c'est Garba Konaté, il est dans la salle. Il vient de le dire, c'est un Malien de la diaspora qui a quitté les États-Unis et qui est parti au Mali, il a investi. Et aujourd'hui, ça marche bien pour lui. Il y a des difficultés pour lui et pour les autres, mais nous allons continuer à travailler, à lever ces difficultés. Un autre exemple, c'est Ibrahim Jawara de l'usine Stone, n'est-ce pas, qui a fait à peu près le tour du monde et pratiquement la majorité des continents, qui est parti, qui a investi et qui fait partie aujourd'hui des modèles et des grands investisseurs, en tout cas du secteur privé du Mali. Ça fait 2. On peut citer d'autres. Malien tout court, tout à fait. Quelqu'un a posé le problème du NIF, n'est-ce pas? Je pense qu'il a été très tendre, hein, contrairement à ce qu'il a annoncé avec nous. Hein. Le problème des NIF, oui, c'est un problème. Et nous avons tout fait pour que toutes les procédures puissent se faire à l'appui. Avant, pour créer une entreprise, avoir le registre de commerce, le NINA et autres, ça faisait 3 à 4 mois. Grâce au guichet unique, en 3 jours, vous avez tout ça. Ce qui manque, c'est justement le NIF. Il y avait un processus mis en place entre l'API et la DGI, la Direction générale des impôts, pour faciliter donc l'accès au NIF. Et donc, ce dispositif a connu des difficultés parce que le NIF, c'est une prérogative de la Direction générale des impôts. Donc, ce dispositif a connu des difficultés. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'API donne tous les documents et vous envoie aux impôts pour que vous-même, vous partez chercher donc, votre NIF. Mais nous sommes en échange, en discussion avec la DGI pour trouver une formule qui nous permettra de délivrer le NIF dans le meilleur délai. Les 5000 hectares promis à la diaspora dans la zone office du Niger, c'est un dossier très honnêtement que je commente très peu parce que les problèmes fonciers, nous le connaissons dans notre pays, étaient très compliqués. Mais il y a eu des réformes justement qui sont en train d'améliorer la situation. Mais ce que je sais, c'est que si la diaspora se met ensemble, la diaspora peut tout avoir. Si vous vous mettez ensemble et que vous êtes unis, vous pouvez avoir plus de 5000 hectares. Mais moi, aujourd'hui, si j'ai envie de donner ce stylo à la diaspora, je ne sais pas à qui donner. Nous avons des dizaines et des centaines d'associations de la diaspora. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui, et ça, c'est mon avis personnel, d'identifier la diaspora et de dire c'est lui la diaspora. 5000 hectares, ça va se partager comment? À qui on va donner? Et donc, je sais que si la diaspora se met ensemble et reste unie, il peut y avoir plus de 5000 hectares. Mettez-vous ensemble, organisez-vous pour parler d'une seule et unique fois. Les lourdeurs administratives, c'est vrai, il y a énormément de lourdeurs. Et l'appui contribue justement à lever ces lourdeurs. Avant, ce n'était pas simple comme aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la situation évolue nettement et positivement. Donc, nous allons continuer comme cela. C'est-à-dire
le travail va continuer. Le travail de l'appui et de la facilitation va continuer aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est avec le temps qu'on va aussi évoluer et rendre les choses le plus flexibles possible. Ce qu'il faut reconnaître et féliciter, c'est qu'il y a un mouvement. Il y a un changement. Il y a un mouvement positif, les choses s'améliorent. Et c'est ça le plus important. Et ça, c'est en cours. Les initiatives, les propositions concrètes de l'appui pour capter l'épargne de la diaspora. Je pense que la diaspora n'a pas forcément de leçons à apprendre de l'appui sur comment s'organiser. Parce que vous organisez déjà à ouvrir des écoles, des centres de santé, des mosquées. Vous vous organisez déjà à construire des mosquées. La même organisation peut continuer à travers vos GIE ou les associations que vous avez. C'est à but non lucratif. Il suffit de changer le statut pour en faire un GIE avec cette fois-ci un statut clair qui vous permet justement de mobiliser les ressources, les mettre ensemble pour donc pouvoir aller donc vers la mise en place de vos initiatives. Nous pensons à la Banque des investissements de la diaspora qui a été proposée. Il y a une banque des investissements de l'AES qui est en cours. Les réflexions sont en cours pour voir quelle connexion est possible. On peut réfléchir sur la mise en place d'un fonds de la diaspora. Mais toutes ces réflexions doivent se faire avec vous, trouver le meilleur angle, décider ensemble et y aller. Les obstacles. Vous avez des obstacles, vous ne savez pas où aller. Venez à l'appui Mali. Vous avez des obstacles, vous ne savez pas où aller. Venez à l'appui Mali. L'appui doit être votre port d'entrée pour les investissements au Mali. À partir de l'appui, nous allons régler une bonne partie de vos problèmes. Et les problèmes qui nous dépassent, nous allons vous amener vers là où on peut régler le problème. Est-ce qu'il y a une connexion entre la diaspora et le secteur privé local? Je pense que cette connexion doit être faite. Cette connexion doit être faite. Il est temps aujourd'hui que la diaspora qui veut investir puisse s'allier avec le secteur privé local pour faciliter un certain nombre de choses. Et si nous pouvons jouer un rôle dans cela, ça sera avec un grand plaisir. L'appui finance des business plans. Non, nous ne finançons pas de business plan. L'entrepreneur ou le promoteur qui veut s'installer fait son business plan. Mais parce que nous avons vu que les business plans constituent des difficultés pour certains, il y a des priorités au Mali. Nous avons des secteurs prioritaires. Nous avons des produits agricoles que nous voulons transformer. Et donc, nous estimons que si ça peut faciliter la tâche, nous nous sommes donné le pouvoir d'élaborer des business plans modèles sur certains projets prioritaires pour nous, pour donc faciliter les investissements dans ce secteur. Donc, nous ne finançons pas des business plans, mais il y a des secteurs pour lesquels nous-mêmes, qui sont prioritaires, pour lesquels nous donnons les moyens d'écrire des business plans et mettre à la disposition. Donc, il est très bon de clarifier cela. L'accès au marché. Ceux qui créent des entreprises et qui n'ont pas accès au marché d'État et autres. Oui, c'est assez compliqué. Mais ce que je sais, les termes utilisés, corruption et autres, je ne peux pas commenter cela. Je ne peux pas le commenter. Mais ce que je sais, c'est que l'accès au marché répond à des procédures. Il y a les procédures de passation de marché que vous connaissez, les différentes étapes. De l'analyse administrative à l'analyse technique et choisir le moins disant, c'est ça la procédure normale. Donc, si quelqu'un n'a pas eu accès à des marchés, peut-être qu'il n'était pas le moins disant ou que les dossiers n'étaient pas techniquement bien montés. Maintenant, les autres commentaires ou considérations, en tout cas, moi, je ne peux pas les commenter. Mais je sais qu'il y a une volonté aujourd'hui de l'État de faciliter l'accès à la commande publique aux entreprises locales. Les Maliens qui investissent et qui ont la capacité aujourd'hui d'exécuter des marchés, il y a des textes qui sont en cours, qui sont déjà élaborés pour faciliter l'accès à la commande publique à ces entreprises. Et ça, c'est un soutien extrêmement important. Il y a une stratégie en cours sur la consommation des produits made in Mali, les produits locaux. Ça aussi, c'est extrêmement important pour le secteur privé, pour lui permettre d'avoir accès au marché. Quelqu'un a demandé comment faire. Je pense que nous avons répondu à la question. Les mêmes stratégies utilisées pour financer les mosquées et autres peuvent être dupliquées en plus des initiatives nouvelles comme les fonds à mettre en place et autres. Quel pourcent nous voulons capter des ressources de la diaspora?
Si nous arrivons à capter 100%, si nous arrivons à avoir 100%, c'est du pain béni. En tout cas, nous voulons avoir le maximum possible. Quel obstacle à la digitalisation? Les obstacles à la digitalisation sont des obstacles administratifs. La digitalisation, la création d'entreprises, c'est des compétences diverses. C'est plusieurs structures qui interviennent, qui ont des compétences, mais qui souvent renoncent à certaines parties pour faciliter la création d'entreprises. Donc, aller à la digitalisation, c'est demander à ces derniers de renoncer davantage à certaines prérogatives ou certaines de ces missions. Il y en a qui peuvent comprendre facilement, mais il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de temps et de beaucoup d'explications pour comprendre que l'objectif qu'il y a derrière est plus important que de rester jaloux de cette prérogative. Donc, ce sont des obstacles administratifs. Et la dernière question, c'est la... Madame qui est en train de servir, je vous avais promis que je vais finir en 10 minutes. Et je crois que ces mouvements sont en train vraiment de nous perturber. Les gens ont posé des questions, mais n'écoutent même pas. Si vous pouvez nous permettre, en une minute de terminer, et puis on va dîner. Voilà, s'il vous plaît. On demande votre attention, s'il vous plaît. Je sais que pour nous et pour vous tous, la priorité aujourd'hui, c'est les informations que nous sommes en train de donner. Le dîner vient en accessoire. La vision 2063, ce n'est pas 38 ans, c'est 40 ans. C'est la vision 2023-2063, c'est 40 ans. Donc, c'est 4 décennies. Et chaque décennie a un objectif. Dans l'élaboration, nous avons estimé que pour asseoir la transformation agricole du Mali, on a besoin de 10 ans. Pour produire les produits agricoles dont on a besoin de 10 ans. Donc, la première décennie s'attaque à la transformation agricole de notre pays. La deuxième décennie s'attaque à la transformation de ces produits agricoles en produits finis. Donc, la deuxième décennie, c'est l'industrialisation. Et la troisième décennie, c'est la transformation structurelle de notre économie. Comment mettre tout cela en musique? Et la dernière décennie, la quatrième, c'est vraiment l'expansion, l'ouverture au monde. Comment est-ce que le Mali peut s'attaquer au marché sous-régional et au marché mondial? Je crois avoir répondu à l'essentiel des questions. Je vous remercie pour votre attention. Donc, nous remercions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette rencontre, à cette soirée. Donc, merci à son Excellence pour sa présence, au DG des API. Donc, un très grand remerciement également à la présidente de l'Association des Maliens de Washington, D.C., également qui a organisé cet événement. Donc, et nos remerciements à toute l'équipe de l'API Mali et un grand merci à toute la communauté également qui a bien voulu faire le déplacement. OK. Donc, nous allons permettre à l'ambassadeur de clôturer. Donc, merci beaucoup. Monsieur le directeur, merci pour les différentes réponses apportées aux différentes questions. Monsieur le doyen, chers compatriotes, je pense que ça a été un exercice. Chacun a tiré sa part dedans. Nous avons mis fort. Anana ay baraka ay fensoro ay kata imbesi na tara o senge kelenge malay abanyena bo question chaba posera babi jofé beta tien mais battons maintenant à investir et à aider les pays amando mais en ce qu'il y a comment c'est qu'abanyena bo faut qu'on rentre en rentrant on peut apporter du changement. Donc sur ce et pour le débat tout en remerciant chacun d'avoir fait le déplacement et le débat continue. Merci. Le dîner est ouvert. Je sais que c'est tard, on a commencé les discussions tard, vous avez faim et on vous a promis le dîner. Donc le dîner est là, on vous sert. Merci beaucoup. Et merci à tous les participants qui sont en ligne sur Zoom. La session a été enregistrée et ce sera disponible d'ici 2 ou 3 jours.